Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. You may think you know McDonald's drinks, but you don't know them like this. From fruity refreshers like the Strawberry Watermelon Refresher and the Mango Pineapple Refresher with popping boba, to crafted sodas like the Sprite Berry Blast with berry-flavored Sprite topped with cold foam. Who knew ice-cold drinks could be so fire? 6 all-new drinks are here. Try them all, now at McDonald's. Refreshers contain caffeine. Salut à toutes, salut à tous. La 8e étape aujourd'hui du Giro, on continue notre traversée de l'Italie avec aujourd'hui une étape intéressante. Vraiment, scénario très indécis, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être enfin une possibilité pour l'échappée d'aller au bout. Mais il y a aussi quelques coureurs comme des punchers ou même les leaders du classement général qui pourraient avoir des envies de victoire d'étape aujourd'hui. Une étape assez courte, 156 km, tout plat dans les 100 premiers kilomètres. Par contre, les 50 derniers, d'un seul coup, on va avoir 4 ascensions qui vont s'enchaîner. D'abord un col de 3e catégorie, le Montefiore d'Azzo, 10 km à 3,6% de moyenne. C'est pas le plus dur, hein, même si c'est un col de 3e catégorie. Ensuite, on aura un de 4e catégorie de 4 km 700 à près de 6% de moyenne. Étonnant qu'il soit d'une qualification inférieure à celui d'avant parce qu'il semble plus dur. On aura un sprint Red Bull qui sera au sommet du Muro del Ferro, 500 mètres à 11% de moyenne. Et puis dans le final, on fera le Capo d'Arco, 2 km 500 à 6%, mais avec un dernier kilomètre plutôt autour de 8% de moyenne. Et puis surtout, à 5 km de l'arrivée, le Muro di Via Repultoldi à 13% de moyenne sur près de 800 mètres avec un passage à plus de 22%. Et après ce mur, ça continuera de monter pendant encore 4 km à 6% de moyenne jusqu'à l'arrivée. Autrement dit, voilà, là pour les punchers, ça sera parfait. Si les échappés ont pris de l'avance sur la partie plate, ils pourraient peut-être aussi se disputer la victoire. Et on aurait alors 2 courses en une. Une course pour la victoire d'étape devant pour les échappés. Une course pour tenter de faire des petits écarts dans le final pour les leaders du classement général. Plusieurs scénarios possibles, mais a priori non plus pas de possibilité vraiment pour Vingegaard de prendre beaucoup d'avance sur les autres parce que les ascensions sont quand même relativement courtes. C'est vraiment la victoire d'étape aujourd'hui l'intérêt principal et pour Afonso Lalio, aussi au vu du profil, ça devrait être OK pour sauver son maillot de leader, d'autant plus qu'il a encore le large, 3 minutes 17 d'avance sur Jonas Vingegaard. Lalio devrait poursuivre encore son aventure en rose, mais voilà, on va attendre cette étape qui a des faux airs de Tirreno Adriatico et pas facile d'imaginer le scénario ou le potentiel favori du jour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on est parti, le kilomètre 0. Et on va voir s'il y aura de la bataille pour l'échapper. En tout cas, là, ça attaque d'entrée avec un coureur de la Lotto. Ça a l'air d'être Simone Gualdi, l'Italien, qui met l'accélération. Il est suivi par des coureurs de la Movistar, de l'Alpecin, de la Bardiani, l'Astana, la Polti. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde qui va vouloir prendre l'échappée probablement. Hier, ça s'est fait très rapidement, en l'espace de quelques kilomètres. Mais aujourd'hui, l'échappée, on le sait, on le sent, a plus de chances d'aller au bout. Et donc, ça devrait être un peu plus vivant, même si là, on a d'entrée quand même un petit groupe là, de 6 coureurs qui est parti. Avec donc Simone Gualdi pour la Lotto, on a Filippo Turconi qui est là pour la Bardiani. Pour une fois, ce n'est pas Tarozzi. On a Francesco Bussato pour l'Alpecin Première Tech, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, Mattia Baïs pour la Polti et tiens, Alberto Bettiol pour l'Exis Astana Team. Ça, c'est un éventuel outsider pour aujourd'hui, Alberto Bettiol. Et du coup, il tente d'aller dans l'échappée. Il y a un groupe de contre qui tente de partir. Des grosses attaques. Ouais, non, ça va se battre pour l'échappée aujourd'hui. Parce qu'il y a enfin peut-être une opportunité pour les baroudeurs d'aller chercher une victoire d'étape. Et le groupe de 6 là, qui a finalement été repris. Beaucoup de coureurs ont tenté de partir en compte. On a vu Matteo Sobrero, on a vu Jefferson Cepeda, on a vu Jonas Gins, Ben Turner, Connor Swift. Mais finalement, personne n'a réussi à sortir. Et à force de faire des attaques, et ils sont revenus sur le groupe de 6 qui avait pris pas grand-chose, peut-être 5-6 secondes d'avance. On est parti depuis 6 km.
Et Alberto Bettiol, il est décidément très motivé, parce qu'il retourne tout seul, là il met une attaque, donc il est suivi par un coureur de l'Ineos Grenadier, la nette compagnie Ineos. Je me trompe à peu près 95% du temps. Cette équipe britannique qui a changé de nom. Et c'est Filippo Ganna pour la nette compagnie qui accompagne Alberto Bettiol, ce duo d'Italiens là qui immédiatement a creusé un petit peu le peloton qui ne les poursuit pas. Et Ganna, Bettiol, c'est intéressant, mais il faudrait qu'ils soient plus que deux quand même. Dommage que personne les ait suivis, même si voilà, dans le peloton des coureurs de l'Unibet, il me semble de la Pinarello aussi qui tentent de sortir parce qu'ils aimeraient bien être en compagnie de Bettiol et de Ganna. C'est des bons compas d'échappée ça. Quelle bataille pour prendre l'échappée là. C'est vraiment très très intense. On a toujours le duo Bettiol-Ganna qui a une vingtaine de secondes d'avance désormais sur le peloton. L'équipier de Ganna, Magnus Sheffield, qui est sorti, mais qui est poursuivi par 5-6 coureurs, avec notamment un duo de l'Alpecin Première Tech, mais aussi avec Jonathan Milan. Il a envie d'être à l'avant, il a envie de reprendre des points encore au maillot de Ciclamino, et du coup Paul Magnier qui réagit. Paul Magnier, clairement, il a décidé de suivre chaque attaque de Milan pour l'empêcher d'aller prendre des points, ou du moins d'être dans l'échappée. Il a fait un gros effort, il est revenu dans ce groupe de contre. On retrouve aussi Filippo Magli pour la Bardiani, Sean Flynn pour la Picnic Postenel, Wout Poels pour l'Unibet, Ludovico Creccioli pour la Poltivit Malta. Voilà les coureurs qui tentent de revenir sur le duo de tête. Bettiol-Ganna, on est à 140 km de l'arrivée. Et la bataille fait rage pour être à l'avant. Ah là, quelle bataille. J'ai l'impression qu'à part la Visma The Bike qui se désintéresse totalement là, de ce qui se passe à l'avant, à part peut-être aussi l'équipe du leader, la Bahrain Victorious, la Red Bull Boranzro, la Decathlon CMA CGM, toutes les autres équipes veulent être à l'avant. Là, on a encore des coureurs de la Lotto, de la NSN, de la Bardiani, de l'UNOX qui tentent de sortir. On est parti depuis plus de 30 km et on a toujours finalement que Alberto Bettiol et Filippo Ganna à l'avant qui ont une trentaine de secondes d'avance seulement sur le peloton. Il y a tellement de coureurs motivés, d'équipes intéressées à être à l'avant que tout se neutralise dès qu'un coureur attaque. Ils sont 5-6 à le suivre, puis ceux qui ne sont pas dans le coup reviennent et ça repart en contre. Et puis ça revient, ça ralentit un petit peu, ça réattaque. C'est une grosse bataille. Oula, attention, là, quelqu'un qui a pris une gamelle là. C'est un coureur de la Pinarello Q36.5 qui est tombé tout seul. C'était celui qui justement était un petit peu à l'avant, essayait d'attaquer, d'être dans l'échappée. Oh, il se relève difficilement, il se tient l'épaule. Forcément, quand on voit un cycliste qui se tient l'épaule, on sent que c'est pas bon. Et là, on revoit le ralenti, c'est Fabio Christen. C'est Fabio Christen qui est tombé. Il regarde derrière pour voir ce qui se passe justement, si le peloton suit le mouvement dans lequel il est. Et sauf que du coup, il se déporte légèrement et hop, il touche la roue du coureur devant lui. Et là, c'est fini, c'est la chute. Oh, et là, il est allongé sur le sol, les médecins autour de lui. Ça sent la clavicule cassée peut-être pour Fabio Christen. Ça sent très clairement l'abandon pour ce coureur. Il essayait d'être devant, c'est tellement intense, c'est tellement dur de sortir. Ça va très vite en plus là, c'est une chute à au moins 50 km/h qu'il a fait. Et pour l'instant, donc à part Bettiol et Ganna, personne qui n'arrive à sortir de ce peloton. On est désormais à 119 km de l'arrivée. Et malgré les tentatives de nombreux coureurs et équipes, ça ne marche pas. Et tout ça pour ça, Alberto Bettiol, Filippo Ganna qui sont repris par un groupe d'une dizaine de coureurs. On retrouve Diego Ulissi, on retrouve Jensen Plowright et Tobias Bayer. Il y a Michael Valgren pour l'IF aussi, mais le peloton est juste derrière. Et en gros, tout le monde est repris au final. 103 km de l'arrivée. On est parti depuis plus de 50 km et toujours pas d'échappée, ou plutôt l'échappée là à deux, l'aventure à deux de Ganna et de Bettiol est terminée. Ils n'ont jamais compté plus de 30 secondes d'avance sur le peloton. Pas la faute à une équipe qui roule pour laisser sortir personne, mais la faute à tous ces autres coureurs qui veulent être dans l'échappée. Ça ne fait qu'accélérer, tenter de sortir et du coup, au final, ça a fini par rattraper Bettiol et Ganna qui ont perdu beaucoup de force aujourd'hui. Pas sûr qu'Alberto Bettiol puisse du coup peser dans le final d'une de ces rares rares étapes qui auraient pu lui convenir sur ce Giro. Et ça continue. Là, on a un quatuor qui est sorti avec Madis Mikkels pour l'IF, avec Nikita Tsvetskov pour la Bardiani, Frédéric Versnes pour l'UNOX, Johan Jacobs pour la Groupama, FDJ United. Mais que c'est compliqué, l'écart est vraiment minime sur le peloton, où il y a encore des coureurs qui tentent de partir en contre. Alors, on est parti pour arriver beaucoup plus tôt que l'horaire prévu, parce que ça n'a pas débranché littéralement depuis le premier kilomètre. Que des coureurs qui accélèrent, qui attaquent, qui se font reprendre. J'ai bien l'impression que pour ce quatuor qui a
50 mètres d'avance sur le peloton seulement. Ça va être le même destin avec le peloton qui va leur revenir dessus. Encore un petit groupe qui arrive à sortir. On retrouve Michael Valgren pour l'IF, Diego Ulissi pour l'Astana, Simone Gualdi pour la Lotto. On a Martin Marcelluzzi pour la Bardiani, Michael Bierg pour la Team Emirates, Creccioli pour la Poltivit Malta, Tobias Bayer pour l'Alpecin Premier Tech et Marcus Hulgaard pour l'UNOX. Mais derrière, il y a encore Filippo Ganna là, qui tente d'y retourner. On a vu Bettiol, il y a quelques kilomètres aussi, retenter d'y aller. Décidément, ils ont des fourbis dans les jambes. On a vu Andreas Leknesund se faire 1 kilomètre ou 2 tout seul en tête avant lui aussi d'être repris. Il y a des étapes où il ne se passe pas grand-chose parfois. Et puis, il y a des étapes comme celle-ci où ça n'arrête pas. C'est intense. On est désormais à 79 km de l'arrivée. On a ce groupe de 8 coureurs qui a 6 secondes, 7 secondes d'avance sur le peloton qui est mené là par un Filippo Ganna déchaîné. Il se dit on va pas laisser partir, il n'y a pas de raison que je laisse partir les autres. C'est lui qui roule pour revenir sur cette échappée, entre guillemets, puisqu'ils nous ont vraiment que très très peu d'avance là encore sur le peloton. C'est fort ce que fait la Team Emirates parce qu'ils ont quand même perdu la moitié de leurs coureurs. Et ils arrivent à peser encore sur la course. Là, on a 3 coureurs qui se sont un petit peu échappés du peloton encore une fois, mais 2 sont de la Team Emirates avec Michael Bierg et avec Jonathan Narvaez, un des favoris du jour, accompagné par Andreas Leknesund pour le NOX, lui aussi. Pour aujourd'hui, c'est plutôt une bonne carte. Mais il tente d'y aller en prenant l'échappée. On est à 71 km de l'arrivée. C'est 3 coureurs, encore une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais attention, le peloton, là, il y a une cassure. On a un premier peloton où on retrouve le maillot rose d'Afonso Lalio. Par contre, voilà, le second, il n'est pas loin derrière. Le second peloton mené par la Visma Leasebike parce que Jonas Vingegaard est à l'arrière. La Visma, ils ont laissé tout ça se faire de loin. Mais bon, par contre, ils se sont pris une petite cassure. Ils doivent rouler pour revenir à éviter que la première partie où il y a environ 40 coureurs s'échappe. C'est la première fois qu'ils ont quelque chose à faire dans cette étape. C'est pour revenir sur le premier peloton qui est un petit peu moins nombreux que ce second peloton. Mais voilà, ça devrait rentrer. 3 coureurs à l'avant donc. Un premier peloton, un second peloton. Mais des écarts minimes entre chacun de ces 3 groupes. Et la Team Emirates, ils sont vraiment ils sont gourmands. Ils essayent aussi de mettre Jan Christen à l'avant. Il a attaqué en compagnie de Francesco Bussato et de Thomas Kopecky pour l'Unibet. Mais non, ils viennent d'être repris. On a toujours les 3 coureurs à l'avant, là, Narvaez, Leknesund et Bierg. Et l'écart qui est largement le plus grand depuis le début de cette course. 50 secondes d'avance pour ces 3 coureurs à l'avant. Et on s'approche du sprint intermédiaire qui donnera des points pour le maillot de Ciclamino. Mais voilà, ni Milan ni Bagnier sont à l'avant. Donc on va pas s'en soucier dans l'échappée. Et une fois qu'on aura fait ce sprint intermédiaire, ça y est, ça sera le début des premières ascensions avec le col de 3e catégorie du Montefiore d'Azzo. C'est 10 km à 3,6%. On se sera battu comme des chiens durant toute la vallée. Et désormais, ça va commencer à grimper. Et il y aura moins d'1 minute d'avance pour, on va dire, en quelque sorte quand même, l'échappée du jour formée de Narvaez, de Bierg et de Leknesund. Comcast is delivering extraordinary experiences in live sports through the incredible broadcast and storytelling from NBC, innovative and personalized viewing features on Xfinity and Peacock, and the country's most reliable Wi-Fi. Viewers can enjoy every game-changing play faster and more seamlessly than ever, all on a network built to deliver unforgettable moments as close to live as possible. The ultimate experience for the American sports fan. Learn more at ComcastCorporation.com/sports. AI is moving fast across the enterprise. But without visibility, it's just chaos. Different tools, different models, different teams using AI in completely different ways. ServiceNow turns that chaos into control. With the AI Control Tower, you see all your AI across the business in one place. What it's doing, what it's done, and what it's about to do. So you stay in control. To put AI to work for people, visit servicenow.com. Leknesund qui passe en tête à ce sprint intermédiaire devant Jonathan Narvaez et Michael Bierg. Et ces 3 coureurs, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ils ont 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton. Mais il y a aussi un groupe intercalé, là, une vingtaine de coureurs environ, qui a réussi à lui aussi sortir du peloton, qui est parti en contre. Pointez-lui à une quarantaine de secondes de la tête de la course. Il passe à l'instant le sprint intermédiaire, donc il n'y aura pas de points. Pour Magnier ou Milan qui ne sont pas dans ce groupe de contre, on voit pas mal de coureurs de la Polti, de la NSN, des coureurs de la Jayco, de la Soudal Quick-Step, de l'Unibet, de la Groupama, de la Picnic, la Lotto, la Pinarello. Voilà, toutes les équipes qui voulaient être un petit peu à l'avant sont là. On a aussi un coureur encore pour la Team Emirates et pour l'UNOX qui, eux, bien sûr, ne travaillent pas dans ce groupe de contre puisqu'ils ont des coureurs à l'avant.
Mais le peloton, lui, qui semble enfin s'être calmé. Il y a un petit peu moins d'attaque depuis 4-5 km. Mais c'est un calme vraiment relatif parce qu'on va désormais attaquer le moment décisif au final du jour avec la première ascension. Ça travaille bien en tête de course entre les trois hommes, Mikkel Bjerg, Leknesund et Narvaez. On arrive au sommet de cette difficulté. C'est Mikkel Bjerg qui va passer en tête. Mais voilà, on ne se bat pas, on ne s'en soucie pas non plus de ces points de la montagne. On est concentré sur un objectif, la victoire d'étape. Et pourquoi pas y croire, ils ont désormais 1 minute 50 d'avance sur le peloton. Et ils ont toujours 50 secondes d'avance sur le gros groupe de contre à leur poursuite, mais qui ne gagne rien et qui même perd un petit peu seconde par seconde. Il faut dire que voilà, Leknesund, Bjerg, Narvaez, c'est quand même des top coureurs. Et c'est donc compliqué pour le groupe de contre où on retrouve Wout Poels là actuellement qui roule en tête de ce gros groupe. Mais ils perdent du temps sur le trio à l'avant. 37 km de l'arrivée désormais et on peut dire que c'est plus ou moins officiel. Oh là, alors que là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un supporter qui court avec un bébé, je pense, de 2 mois dans les bras pour lui faire voir les vélos. Il court à côté du vélo. C'est osé, monsieur. Votre petite fille doit être très contente, mais pas sûr qu'elle se rappelle de ce moment où elle a couru à côté des cyclistes. Les hommes de tête qui arrivent au sommet de la deuxième difficulté du jour. Monte Rubiano, col de 4e catégorie, c'est Jonathan Narvaez qui passe en tête en passant son relais. Mais voilà, je disais que c'était officiel, la victoire probablement va être pour l'échappée. Ils ont 3 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Désormais, la suspense se joue entre ces 3 coureurs à l'avant et le gros groupe de poursuivants derrière. On retrouve beaucoup de coureurs de talent. On a notamment le fameux duo, l'intenable duo de l'XDC Astana Team avec Guillermo Thomas Silva et Christian Scaroni. On a le sprinter Corbin Strong pour la NSN. On a les 2 autres coureurs de la Team Emirates, Jan Christen et Igor Arieta qui sont aussi là. On a pas mal de coureurs pour la Team Polti Visit Malta. On a Filippo Zana, Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step. Brieux Roland et Rémi Rochas pour la Groupama FDJ United. Voilà, donc pas mal de coureurs intéressants. Javier Romo, Juan Pedro Lopez pour la Movistar. Avec aussi Lorenzo Mirelisi dans cette équipe qui est là. Donc voilà. Des coureurs qui tentent de revenir mais qui n'y arrivent pas. Le problème quand tu es dans un gros groupe, c'est plus difficile d'être bien organisé. Ils sont pointés à 57 secondes. Alors que devant, les 3 coureurs sont très bien organisés. Même si on a 2 représentants d'une équipe, ça n'empêche pas Leknesund de passer lui aussi de gros relais. Il reste encore du temps pour le groupe de poursuivants de revenir. Mais voilà, il faudra faire des efforts. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal parfois de des coureurs qui attaquent, qui tentent d'y aller en solo. Donc ensuite on revient. Ça s'entend pas très bien de ce groupe de poursuivants. Et ça, c'est bien sûr à l'avantage des 3 hommes de tête. Et la première accélération là de Jonathan Narvaez. On est encore à 10 km de l'arrivée, 10 km 400. Et passe une première accélération et c'est fatal à son équipe. Il y a Mikkel Bjerg qui évidemment, parmi les 3 de tête, c'était pas sur lui qu'on misait pour la victoire. Il a beaucoup roulé sur les parties plates. Là, c'est pas encore vraiment une ascension d'ailleurs, c'est toujours un peu plat. C'est étonnant de voir Narvaez attaquer dans ce passage qui n'est pas vraiment pentu. On n'est pas encore dans l'avant-dernière difficulté du jour. Le Capo d'Arco, 2 km 500 à 6,1%. Il a attaqué un petit peu avant Narvaez. Leknesund pour l'instant a pu suivre, mais avec difficulté. Là, Narvaez, il semble avoir un boulevard peut-être pour aller chercher la victoire au moment où il passe là, à l'instant, la banderole des 10 km de l'arrivée. Parce que l'avance sur le groupe de poursuivants n'a fait que grandir. On a mal joué. On a vraiment mal joué dans le groupe de poursuivants. On est 30, on n'arrive pas à revenir sur un groupe de 3 parce qu'on ne s'entend pas, on s'attaque. Il y a quasiment 2 minutes d'avance désormais pour le duo Narvaez-Leknesund. Sur le groupe de poursuivants, le peloton, lui, est pointé à 4 minutes. Javier Romo, dans ce groupe de contre, est parti en solitaire. Il a finalement été repris. On ne s'est jamais entendu. Ça a été que des attaques. Et du coup, ça a profité à Narvaez. Maintenant que l'on est au pied de l'ascension de ce Capo d'Arco, les premiers pourcentages, il prend immédiatement un petit peu d'avance sur Andreas Leknesund, qui ne peut pas suivre le rythme de l'Équatorien. On va voir, il reste encore un petit peu de temps, mais ça sent bon la deuxième victoire d'étape pour le coureur de la Team Emirates. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce mur? Je pense que même en voiture, c'est difficile de passer là. C'est vraiment terrible. Là, les passages à 20%. Dans ce mur situé à 3 km de la ligne. Et Narvaez, il donne tout ce qu'il a pour arriver au sommet. Mais alors, c'est vraiment... là, il roule à moins de 10 km/h. C'est extrêmement dur. Et il s'y retourne. Il voit Leknesund qui n'a pas de pied, qui est très proche de lui, en fait. Parce que c'est très pentu. Donc, l'écart de 20 secondes qu'il y a entre les 2 hommes, en termes de mètres, là, dans ce mur terrible, il n'est pas grand. Alors là, il faut se battre. Il faut vraiment se battre sur son vélo pour le passer, cette difficulté. C'est pas loin d'être inhumain, franchement.
Allez, vraiment la banderole des 3 km est située pile au sommet de cette difficulté. Désormais, ça va continuer de grimper, mais dans des pourcentages beaucoup plus acceptables, autour de 6%. Il ne faut pas qu'il s'écroule Narvaez parce que Leknessund, lui, ne s'est pas écroulé. Malgré tout, il est un meilleur grimpeur que Leknessund et il devrait aller chercher la victoire aujourd'hui. La flamme rouge pour Jonathan Narvaez qui va aller s'imposer. Incroyable comme cette équipe. Vous vous rendez compte, perdre Jevine, Marc Soler et Adam Yates lors des toutes premières étapes et réussir quand même à aller chercher déjà là une 3e victoire après la première de Narvaez puis Igor Arieta. Là c'est Narvaez qui va doubler la mise pour lui personnellement et tripler la mise pour son équipe. C'est incroyable, il a encore 18 secondes d'avance sur Andreas Leknessund qui lui va prendre la 2e place. Par contre on ne sait pas trop encore là. Pour la 3e place, est-ce que Mikkel Bjerg a été repris par le groupe de poursuivants? Il y a du suspense pour la 3e place aujourd'hui du jour sur le podium. Le peloton, lui, est pointé à 2 minutes 30. Il est passé ce mur à 20% sans que personne n'ait attaqué. Encore une trentaine de coureurs, on va dire, dans le peloton avec tous les favoris du classement général. C'était vraiment dur aujourd'hui pour prendre l'échappée. Ça a été une bataille vraiment constante. Il a fallu quasiment 80-90 km pour qu'enfin Mikkel Bjerg soit le premier à attaquer. Jonathan Narvaez a fait un petit effort pour sauter dans sa roue. Leknessund aussi a suivi. Et ces 3 coureurs étaient à l'avant. Ils n'avaient pas grand-chose d'avance, évidemment. Les autres se sont un petit peu regardés, ils se sont dit non, 3 coureurs, encore une fois, ça va pas marcher, ils n'y ont pas cru. Sauf que ce coup-ci c'était la bonne et c'est toujours ça, les échappées. On a beau essayer comme Alberto Bettiol et Filippo Ganna, ils ont essayé 3-4 fois, ils n'ont jamais été dans le bon coup. Narvaez, lui, il a été à l'avant, je crois, 2 fois, dont le bon coup. Les 300 derniers mètres pour le coureur de la Team Emirates qui va donc aller s'imposer. Et derrière, l'attaque là du maillot rose dans le peloton, Afonso Lalio, qui tente de grappiller quelques secondes sous la flamme rouge. Lalio, lui, il attaque. C'est osé, c'est beau. Son aventure à rose qui va se continuer. Il ne va pas perdre de temps aujourd'hui sur Vingegaard. Il essaye même de reprendre un petit peu. Au moment où Narvaez, lui, aborde le dernier virage, il va pouvoir lever les bras. C'est dur, c'est en montée ces derniers mètres, ce dernier kilomètre. Donc c'est difficile, mais ça y est, c'est fait. Narvaez qui passe la ligne et qui s'impose aujourd'hui. C'était, c'est vrai, un des favoris quand même du jour au vu du profil. Et il a tenu promesse en allant chercher la victoire suite à une échappée victorieuse. Alors que derrière, Jonas Vingegaard a fait l'effort. Il est revenu dans la roue d'Afonso Lalio. Il a déjà suffisamment d'avance. On ne veut pas trop lui en donner non plus. Derrière, Leknessund qui arrive pour prendre la 2e place. Mais on voit déjà, derrière la lutte pour la 3e place, c'est un coureur de l'Uno-X pour l'instant. Celui qui était dans l'échappée, Martin Ciotta, qui est pour l'instant en avance. Qui va aller prendre la 3e place. Leknessund qui passe à l'avant. Et Martin Ciotta qui arrive, il a profité de ne pas avoir à travailler lui dans ce groupe de poursuivants puisqu'il avait un équipier à l'avant. C'est Ciotta qui prend la 3e place, Guillermo Thomas Silva 4e. Pour la 5e place, c'est Lorenzo Milesi, je crois, pour la Movistar. Christian Scaroni, encore une fois bien placé, qui fait 6e. Voilà les coureurs du groupe de contre qui arrivent un petit peu au compte-gouttes, un par un, mais c'est Martin Ciotta, pas forcément celui que l'on attendait, qui vient chercher la 3e place du jour. Ils vont faire 2 et 3 les coureurs de l'Uno-X, ça va être frustrant. Comme il y a 2 jours, les coureurs de la Soudal Quick-Step, Stuyven et Emmanuel qui ont fait 2 et 3 derrière Davide Ballerini. Et le peloton qui arrive à son tour avec l'attaque de Jay Hindley. On se bat vraiment pour des petites secondes là, avec Jay Hindley qui est suivi par Jonas Vingegaard. C'est plus compliqué pour Afonso Lalio, parce qu'encore une fois, c'est pentu, c'est 6 ou 7% là. Et Jay Hindley, il veut montrer aussi que il est le leader finalement, plus que Pellizzari. C'est aussi certainement pour prouver à son propre équipe que c'est pour lui qu'il faut travailler sur ce Giro, qu'il met son attaque. Vingegaard ne craque pas. Derrière Lalio et Egan Bernal passe juste derrière. Il y a une petite cassure. Il y aura peut-être 1 seconde, on va dire, de prise par Hindley et Vingegaard. Ce sera probablement pas décisif au final. Mais voilà, c'est un petit statement qu'a voulu faire Jay Hindley en faisant cette attaque. Et en terminant en tête de ce groupe des favoris du peloton où il y avait bien sûr plus grand monde dans ce final. Mais ils ont terminé à plus d'1 minute 30 du vainqueur du jour. Pour la 2e fois sur ce Giro, Jonathan Narvaez. C'est sa course, le Giro. Jonathan Narvaez, c'est sa 6e participation et sa 4e victoire d'étape. Il a participé 1 fois au Tour de France et 2 fois à la Vuelta, mais voilà, il ne s'est jamais imposé sur les autres grands tours. Par contre, sur le Giro, sa 4e victoire. Il avait remporté 1 étape en 2020, 1 en 2024 et désormais 2 en 2026. 17e victoire en carrière, la 6e au niveau World Tour, donc 4 sur le Giro. C'est aussi, il profite des circonstances, vu qu'il n'y a plus aucun leader dans cette équipe, puisque les 3 grimpeurs, Yates, Soler et Vine, sont absents.
ils ont complètement le champ libre. Et aujourd'hui, voilà, Michael Bjerg, probablement que si Yates avait encore été dans la course, il aurait dû rester dans le peloton pour protéger et rouler pour Yates. Il n'aurait pas été à l'avant pour aider Jonathan Narvaez à aller chercher sa victoire d'étape. Ça change complètement le profil de l'équipe. Et derrière, on avait encore un Igor Arrieta et Jan Christen qui étaient dans le coup, le contre au cas où. Forcément, le fait qu'il n'y ait plus aucun leader, ça libère ces coureurs de grand talent pour aller chercher des victoires d'étape. Ils en ont déjà 3. Et il y a de fortes probabilités pour qu'ils en aient encore quelques-unes sur ce Giro, puisque ça va être leur seul objectif jusqu'à la fin, aller chercher des victoires d'étape. Et ce sont bien sûr des coureurs très forts. Au final, Narvaez, il a creusé dans le dernier kilomètre et finit avec 32 secondes d'avance sur Leknesund. Martin Ciota, qui vient chercher une belle 3e place à 42 secondes. Suivent les coureurs du groupe de contre, Guillermo Thomas Silva, Lorenzo Milesi, Christian Scaroni, Corbin Strong, Juan Pedro Lopez, Wout Poels et Markel Bellocchi, l'Espagnol de l'IF Education Easy Post, qui termine 10e à 1 minute. Peloton, lui, arrive en 23e position avec Jay Hindley qui prend donc la 23e place en compagnie de Vingegaard et 2 petites secondes d'avance sur Bernal, sur Eulalia, sur Arensman, Storer, Pellizzari, Rondel, Félix Gall, Van Etvelt, O'Connor ou encore Derek G. West. Voilà, tous les meilleurs grimpeurs étaient là, n'ont pas perdu de temps. Une grosse chute aujourd'hui et un abandon pour Fabio Christen, le coureur de la Pinarello Q36.5. Et puis on a aussi Jack Stewart, le sprinter de la NSN, qui a abandonné aujourd'hui. Le dernier du jour, c'est Edward Plancart, le coureur de l'Alpecin Première Tech, qui a terminé dans le groupe Eto à 17 minutes et 57 secondes du vainqueur du jour. Au classement général, il y a quand même un petit changement. Christian Scaroni, qui était le coureur le mieux classé parmi le groupe de contre, il gagne beaucoup de place. Il passe de la 11e à la 4e place à 4 minutes 18 de Eulalia. Vingegaard et Gall, eux, sont toujours 2 et 3e. Mais voilà, le bon coup pour Christian Scaroni, bien placé encore au classement général. On verra jusqu'à où ça dure, parce que c'est bien sûr pas forcément un grimpeur. Et les Hindley, Pellizzari, O'Connor, Rondel ou Arensman qui sont derrière lui vont probablement finir par le doubler. Et puis on a aussi un coureur qui sort du top 10, qui a décidé probablement volontairement de perdre du temps. C'est Giulio Ciccone, l'Italien de Lidl Trek, qui était encore 8e au classement général avant cette étape et qui est désormais 28e à plus de 9 minutes. Voilà, il en avait marre de ne pas pouvoir prendre les échappées. Aujourd'hui, il a tenté d'aller à l'avant, mais comme il était encore bien classé au classement général, on ne l'a pas laissé sortir. Lui aussi, il veut de la liberté, il veut aller chercher des victoires d'étape. Il s'en fout du général, c'est plutôt Derek G. West, le leader dans ce classement du côté de la Lidl Trek. Du coup, il a perdu du temps et on devrait le voir à l'avant dans les échappées, dans les étapes de montagne, très probablement Giulio Ciccone. Paul Magnier, leader du classement par points, devant Jonathan Narvaez, qui est désormais un adversaire à prendre en compte. Milan est 3e de ce classement. Malheureusement, Diego Pablo Sevilla, on ne l'a pas vu. J'ai jamais vu essayer de prendre l'échappée. C'était trop dur, trop rapide pour lui. Il n'a pas pu prendre de points. Il est donc toujours 2e au classement de la montagne. Un petit point derrière Jonas Vingegaard, qui en est le leader. Félix Gall, 3e de ce classement. Pas de changement au classement, bien sûr, du meilleur jeune Eulalia devant Pellizzari et Mathis Rondel. Demain, ça sera très différent. Demain, ça sera une étape pour les coureurs du classement général. Une étape au profil exponentiel, tout plat pendant 150 km. Et puis ensuite, ça commencera à grimper légèrement jusqu'à se cabrer sur la fin. La dernière ascension de 11 km à 6% de moyenne. Il y aura auparavant un col de 3e catégorie très long de 11 km à 4,2%. Mais ensuite, ça ne redescendra pas vraiment jusqu'à cette difficulté finale. L'occasion pour Jonas Vingegaard de continuer à creuser les gares et peut-être d'enfin d'essayer de se débarrasser définitivement d'un Afonso Eulalia, toujours solidement accroché à son maillot rose, et d'un Félix Gall pour l'instant accrocheur. Ce sera demain, ce sera la 9e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes.